Alors, je suis météorologue de formation. Je suis né en Guadeloupe en 1989. Et en 80, pardon. Je suis né en 1980. C'est parce qu'il n'y a pas d'image, j'ai pas mis le slide. Alors, je suis né en 80. En 89, j'étais victime enfant d'un ouragan, l'ouragan Hugo, qui a partiellement détruit ma maison. Et enfant, je me suis dit que plus tard, mon métier, ce serait d'empêcher que ça arrive. Alors, je me suis rendu compte avec les études que ça n'est pas possible. Et que non seulement c'est pas possible, mais qu'en plus, on aurait de plus en plus d'ouragans, qui seraient de plus en plus violents, qui seraient de plus en plus fréquents. Donc, je suis arrivé en Europe en 2001, commencé à me former à la conception de capteurs, à la chasse d'ouragans, chasse aux tornades. Et en gros, ma déception, ça a été, en revenant en Europe, qu'on arrive toujours après les catastrophes. Donc, j'ai un petit déclic en 2010, au moment du séisme en Haïti, où en fait on s'est rendu compte qu'on était toujours les gentils geeks, les gentils techniciens, les gentils techos qui essayaient de trouver des solutions, qui essayaient de trouver un moyen d'aider les populations à faire face aux catastrophes naturelles. Et on sait que ces territoires, on sait que nos territoires vont être en proie de manière cyclique à des crises. On le sait. On va avoir des feux de forêt l'année prochaine dans le sud de la France. On va avoir encore des inondations dans le sud de la France. On va avoir des ouragans sur l'océan Atlantique cet automne. On en aura cet hiver à La Réunion et dans l'océan Indien. Pourquoi on n'est jamais prêt avant? Et c'est un peu ce que j'ai voulu commencer à faire avec une équipe dès 2011. C'est vrai qu'après le séisme de Sendai et celui qui a touché aussi l'Asie du Sud-Est en 2004, les États ont décidé d'organiser des exercices. Que les populations, elles jouent leur propre rôle pour évacuer face à une catastrophe majeure qui est un tsunami. L'UNESCO a commencé à organiser Indian Ocean Wave, qui est en fait le gros exercice de tsunami dans l'océan Indien, Carib Wave, qui est le gros exercice de tsunami dans la zone Caraïbe, et Pacific Ocean Wave, qui est sur le bassin de l'océan Pacifique, un exercice aussi mobilisant les populations. Et ils ont publié un cahier d'exercices pour que tout le monde, un maire, un préfet, un doyen de fac, un directeur d'école primaire, puisse, à son échelle, faire cet exercice avec les personnes dont ils ont la responsabilité. 2011, on fait l'exercice depuis Paris, 2012, 2013, 2014, 2015, on part en Guadeloupe et on se rend compte qu'en fait, la France est l'un des rares pays qui ne mobilise pas ses populations face aux catastrophes naturelles. Mobiliser, c'est-à-dire qu'on ne met pas les gens en face de la situation en leur demandant, voilà, il va se passer un jour tel événement, quelle va être votre décision? Et je commence souvent mes conférences par cette photo-là. C'est le poumon économique de la Guadeloupe. C'est la zone d'activité de Jarry. Et ici, vous avez toutes les activités portuaires, aériennes, concentrées sur une toute petite zone. Vous avez une centrale électrique, vous avez un bateau de croisière, un terminal de croisière. Il faut imaginer qu'en 2017, l'exercice Carib Wave sur cette zone-là, c'était une surcote. Donc vous imaginez que le niveau de l'eau monte subitement de 20 mètres à H plus 34 minutes. Donc vous avez un séisme. Et 34 minutes plus tard, dans ce cul-de-sac maritime, vous avez plus de 20 mètres d'eau. En gros, ça vous met au niveau des premiers traits rouges sur l'usine électrique que vous voyez ici. Donc, à H plus 34 minutes, vous perdez vos moyens de production électrique, vous perdez vos réservoirs d'essence, et de fioul lourd et de gasoil, et de kérosène, vous perdez votre aéroport, votre port. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, en faisant ces exercices-là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plan. En fait, si, qu'il y en avait un, mais que personne n'était au courant. Et personne, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que le préfet soit au courant, ce n'est pas que les pompiers soient au courant. C'est tant mieux que la gendarmerie soit au courant, et c'est bien, et il faut qu'ils soient au courant. Comment on prévient 70 000 personnes sur cette zone-là? Là, vous avez zone grand cul-de-sac marin de Pointe-à-Pitre, en fond. Vous avez 70 000 personnes. Et à H plus 34 minutes, il faut qu'elles aient bougé. Alors, vous pouvez penser que c'est impossible. C'est possible. Il y a des pays qui y arrivent. Pour ça, ils utilisent des nouvelles technologies, et même pas que, de la solidarité aussi.
Je plante le décor pour vous bien rendre compte du défi qui nous attend. Et ces défis-là ne nous attendent pas uniquement en Guadeloupe. On a en tête encore Irma, c'est encore frais. On peut avoir des tsunamis aussi en Méditerranée. Messine, 1908, 50 000 morts en Méditerranée. Sauf qu'en 1908, on n'avait pas toutes ces infrastructures-là, sur nos ports, sur nos côtes. On n'avait pas autant de bateaux de croisière. Tout le monde se souvient un peu du Concordia. Le temps qu'on a mis pour relever ce bateau, le renflouer, le démanteler. Là, il faut imaginer le Costa Melody que vous avez ici, 3000 personnes dans une cage d'acier qui se couchent suite à un tsunami. Donc le défi, si vous voulez le relever, en Méditerranée, dans l'océan Atlantique, c'est de pouvoir évacuer massivement des gens et les prévenir, puisqu'on a tous des émetteurs-récepteurs radio dans la poche, téléphone mobile, on a tous un récepteur FM, plus ou moins, dans sa voiture. C'est de pouvoir évacuer rapidement, massivement les gens. Alors, je parle de la Méditerranée parce que ce séisme dont j'ai parlé en 1908 a été le premier gros mouvement migratoire en Europe. Ce n'était pas la guerre, c'était une catastrophe naturelle. Et on peut parler de politique, on peut parler de plein de choses. La mission aujourd'hui de l'Aquarius, qui a souvent porté assistance à des populations qui ont été reçues souvent en Sicile, les Siciliens se souviennent encore de cet événement-là. Et l'accueil qu'ils réservent souvent aux réfugiés fait honneur, je trouve, à l'Europe. Parce qu'ils se souviennent que leurs parents, grands-parents, ont eu, eux, un jour à fuir ce territoire-là pour pouvoir avoir la vie sauve et pouvoir continuer à vivre. Alors, Aké, je pense que tout le monde ici a la vision positive, pas uniquement la vision galvaudée, médiatique de ce qu'est un hacker. Hacker, pour nous, ça a commencé par un détecteur de fumée. Alors, un détecteur de fumée, c'est obligatoire maintenant dans toutes les maisons. Et ce qu'on s'est dit, puisque c'est obligatoire, on va détourner ce détecteur de fumée de son usage premier, qui est de vous alerter quand il y a un feu chez vous, et qu'on allait y introduire un récepteur FM. Parce qu'il y a plus de couverture radio FM dans le monde qu'il n'y a de couverture GSM. Un récepteur FM, ça coûte à peu près 15 centimes d'euros. Un récepteur GSM, ça consomme plus en plus, coûte quelques euros, voire quelques dizaines d'euros. L'objectif, c'est de mettre ce récepteur FM dans ce détecteur de fumée et qu'il puisse, soit sous forme de messages enregistrés ou de synthèse vocale, diffuser une alerte en espagnol, en anglais, en créole, en français, qui sont les langues principalement parlées chez moi, en Guadeloupe. On est une île très touristique et que c'est important d'adresser un message à la fois aux personnes qui vivent sur le territoire, mais aussi aux personnes qui sont de passage, les touristes. Donc il faut aussi prendre soin parce que ces personnes ne sont pas habituées. Alors déjà, on ne l'est pas. Alors encore moins des touristes qui viennent et qui sont de transit dans cette zone. La bande FM, c'est très analogique. Vous avez un autoradio ici qui est très, très analogique, mais on est capable, parce que la France a été à l'origine de pratiquement tous les protocoles radio d'urgence, on est capable, sur la bande FM, grâce au RDS, de transmettre des messages textes, des messages d'alerte. Votre autoradio est prévu pour couper automatiquement, même quand vous êtes en train de streamer votre Spotify, votre Deezer, votre MP3, ce que vous voulez. Votre autoradio est câblé et fait pour couper un programme en cours et basculer sur un message d'alerte. C'est ce qu'on a régulièrement sur l'infotrafic, sur les autoroutes. C'est prévu. Et puisque c'est prévu, il faut l'implémenter sur nos émetteurs FM nationaux pour qu'en cas de crise, on soit capable d'évacuer face à une crue, face à un tsunami, face à un feu de forêt. L'alerte cellulaire. Alors là, ce que vous avez, ce que vous avez à l'image, là, c'est notre début de cœur de réseau. En fait, quand on arrive et qu'on fait un exercice tsunami, la première chose que l'on fait, c'est qu'on pose ce flight case-là, un peu comme les gars de la régie qui se démènent depuis tout à l'heure. Merci les gars. Et on câble. Donc on essaie d'avoir un accès Internet par tous les moyens possibles et imaginables, satellite, ADSL, faisceau herdien. Et ensuite, on route la petite boîte noire qui a les deux petites antennes. Ce que vous avez à l'image là, c'est une iNote B, une antenne relais 4G. Et on a fait ça parce que
on a rencontré énormément de lobbyistes, beaucoup d'élus, de ministres et de personnes dans des cabinets de ministres qui disaient que le cell broadcast, l'alerte cellulaire, ça ne fonctionnait pas en 4G. On a dit, écoutez, c'est pas grave, on va hacker une petite antenne relais et on va vous prouver que l'alerte cellulaire, donc la capacité qu'ont nos téléphones portables de recevoir un message d'alerte massif, prévu pour ça, inventé par l'ETSI, 1997, Sophie Antipolis, testé à Paris en 1997, tous les pays pratiquement l'ont déployé, sauf la France. Donc on déploie des antennes relais 4G, donc ça devient, en fait, ce flight KESA devient une espèce de bulle tactique sur laquelle on va pouvoir prouver à des pompiers, à des médecins, à des urgentistes, des gens du SAMU, mais qu'on est capable de transmettre un message d'alerte massivement à des populations. Pour ceux qui ne le savent pas, un réseau cellulaire normal ne peut pas router plus de 10% des appels de ses clients. Ce n'est pas possible. Physiquement, on n'a pas assez de canaux pour ça, et c'est comme ça que les réseaux sont un peu équilibrés. Donc vous avez 10% de vos clients qui peuvent appeler au maximum. Ce qui se passe quand on a une situation dégradée, comme un ouragan, une tempête ou une inondation, c'est que tout le monde essaie d'appeler sa femme, son fils, sa maman. Et on fait face à ce moment-là à ce qu'on appelle un mass call event. Et un mass call event, vous perdez toutes vos capacités de router les appels. Donc plus de voix, parfois plus de SMS, c'est ce qui se passe à Noël, mais là c'est festif. Il faut imaginer ça en période de crise. Et souvent, quand vous avez une inondation comme ce qui nous a frappé, qui habite Paris? Il n'y a pas de Parisiens, c'est top. Enfin, je n'ai rien contre les Parisiens. Je vis en Normandie. Alors, qui vit à Nantes? Ah, ça c'est mieux là. Alors, les Nantais, est-ce que vous connaissez vos itinéraires d'évacuation? Si vous deviez évacuer Nantes, est-ce que vous savez par où il faut passer? Alors, je vais revenir l'année prochaine, promis, et je vous reposerai la même question. C'est pour ça que je demande souvent qui est venu à ma conférence. Pour ceux qui étaient là l'année dernière ou qui m'ont vu, j'espère que vous avez regardé. Et est-ce que vous connaissez les sites refuges? Si jamais vous devez évacuer chez vous, est-ce que vous savez où vous devez aller? Voilà. Donc, l'alerte, c'est une chose, mais il faut que vous soyez informés et formés à faire face à une crise. D'accord? On peut très vite devenir dépendant, migrant, temporairement, y compris en France. 2017, plus de 10 000 personnes à évacuer, la Lande des Morts, Bormes-les-Mimosas, face à un feu de forêt. Vous faites quoi de 10 000 personnes pendant 24, 48, 72 heures? Ce sont des questions qui peuvent paraître anxiogènes, mais elles ne s'entendent pas qu'il faut se les poser, parce que quand le chaos est là et que vous n'avez plus de téléphonie mobile, c'est compliqué de pouvoir dire aux gens ce qu'ils ont à faire, où ils doivent se rendre, et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Évacuer sa maison n'est pas forcément la meilleure des solutions. Portugal, été 2017, 100 morts. Les gens ne sont pas morts chez eux, les gens sont morts sur la route, dans leur voiture, parce qu'ils essayaient d'échapper au feu de forêt. Problème de télécommunication, problème de réseau de téléphonie, problème de réseau radio d'urgence. Donc c'est important de maîtriser ces réseaux radio, parce qu'en temps de crise, c'est le seul moyen que l'on ait parfois. On a des sirènes, mais je ne suis pas sûr que si une sirène sonnait en ce moment, vous sauriez quoi faire. On évacue déjà à peine quand il y a des alertes incendie dans les bâtiments. Alors imaginez une alerte à l'échelle d'une ville, il fait un peu froid, parfois il pleut, on évacue difficilement dans des conditions météorologiques un peu compliquées. Là, vous avez la maison d'un radioamateur. Qui est radioamateur dans la salle? OK. Alors, un radioamateur, je vais définir un peu ça parce que les gens ont toujours l'impression que c'est des vieux papis qui font du morse et qui font de la phonie dans des talkie-walkie. Un radioamateur, alors un radioamateurisme, c'est un loisir technique qui se base sur 3 piliers: la fraternité, l'expérimentation et la gestion de crise. Il y a à peu près 12 000 radioamateurs inscrits en France. Ça fait un radioamateur pour 7 000 habitants. Pour comparer un peu avec nos voisins, ils sont 800 000 aux États-Unis. Ça fait un radioamateur pour 400 habitants environ. Un radioamateur, c'est quelqu'un qui va avoir une licence d'un État, en l'occurrence la France, une licence européenne, pour pouvoir émettre sur plein de bandes, donc des bandes HF, donc très basse fréquence, voire même moyenne fréquence, jusqu'à plus de 200 GHz, et de quelques watts à près de 1000 watts sur certaines bandes. D'accord? Donc, au-delà des réseaux radio traditionnels que l'on utilise, Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 2G, 3G,
ces bandes qui sont sous licence, réservées à des opérateurs ou réservées à des usages où tout le monde peut utiliser, 2 Go 4, 5 Go, 433 MHz, 866 MHz. Les radioamateurs ont beaucoup plus de bandes de fréquences sur lesquelles ils peuvent s'exprimer et peuvent expérimenter des nouveaux protocoles. Le Wi-Fi a été inventé par une femme, Hedy Lamarr, regardez sur Wikipédia, jolie dame, actrice, radioamatrice, qui a inventé le radar et le Wi-Fi. Et on lui doit aujourd'hui de pouvoir être connecté là, dans cette conférence et de pouvoir parler, échanger sans fil, connecté à nos ordi, à nos téléphones. Donc là, la maison que vous avez ici, c'est la maison d'un radioamateur. Alors, vous avez une antenne HF, espèce de toile d'araignée. Ça s'appelle une spider beam d'ailleurs. En dessous, le petit râteau, c'est une antenne VHF. En dessous, c'est une antenne HF. Vous avez 2 petites paraboles sur le pylône. Une qui est reliée sur une île à 24 km de la Guadeloupe continentale. Et l'autre en dessous, à 34 km au sud de la Guadeloupe, et qui permet, avec 3 lignes ADSL dans la maison, de relier 2 îles, puisque la Guadeloupe est un archipel, qui pourrait se retrouver coupé du monde si jamais il n'y avait plus d'Internet, plus de courant. Et c'est ce qui s'est passé. En 2017, Irma à Saint-Martin, c'est beaucoup plus loin, c'est à 500 km, Saint-Martin, de la Guadeloupe. L'ouragan Maria, qui a durement frappé l'île de la Dominique au sud de la Guadeloupe, on en a moins parlé. Mais il faut savoir qu'en Guadeloupe, des maires se sont retrouvés pendant 3 jours sans nouvelles de l'État. Donc la préfecture était à 34 km. Et pendant 3 jours, je ne parle pas des habitants, c'est déjà énorme que les habitants n'aient pas de nouvelles, mais les maires, pendant 3 jours, pas de son, pas d'image de l'État. Alors qu'on est qu'à 34 km. Il faut savoir qu'avec un talkie-walkie comme celui-là, en étant radioamateur, peut courir pratiquement 60 km. Donc on aurait très bien pu, avec une radio comme celle-là, analogique, voire numérique, celle-là elle est numérique, envoyer des positions, signaler des obstructions de voie, des arbres en travers des routes, etc. Et c'est aussi ça le rôle du radioamateur, c'est qu'en cas de crise, il ait ses moyens radio, donc j'ai toujours mes radios avec moi, on ne sait jamais, je suis radioamateur en sécurité civile, ça s'appelle les RASEC, et donc en cas de crise, les préfectures, les pompiers, les SAMU peuvent faire appel à nous pour coordonner les secours, pour aller chercher des épaves d'avion, pour communiquer sur des voies satellitaires, pour communiquer sur des voies HF. On est capable, avec à peine 5 watts, sur des bandes particulières, à certains moments de la journée, faire des dizaines de milliers de kilomètres sans Internet et sans satellite. Donc, en tant que développeur, en tant qu'industriel, certains parmi vous, développeurs, techniciens du web, le radioamateurisme vous apporte une compétence supplémentaire qui vous sort des sentiers bien bornés des fréquences qu'on a le droit d'utiliser. C'est-à-dire qu'une bonne partie de l'équipe de SpaceX sont des radioamateurs pour assurer la télémétrie des fusées quand ils font les lancements. Alors pour faire tout ça, on a besoin de moyens aéroportés. La photo que vous avez vue là, je l'ai prise de cet avion-là, alors que là c'est David Damblade qui est notre chef avion. Donc on affrète pendant les exercices, alors qu'on projette entre 5 et 26 personnes cette année à chaque exercice, et que comme on est sur des territoires insulaires, il nous faut des avions, il nous faut des bateaux, il nous faut des drones pour pouvoir assurer la coordination et transporter le matériel et les personnes. Donc ces avions-là, on les utilise pour faire les liaisons, et c'est important de savoir qui est pilote, où sont les avions, qui peut les piloter, quels sont leurs rayons d'action, où est-ce qu'on peut avoir de l'essence LL, pour pouvoir, en cas de crise, c'est ce qui s'est passé à Saint-Martin, qui contacter pour pouvoir aller rapidement faire les liaisons. Et cet avion nous sert à faire ça. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le projet Mozilla Stumbler, Mozilla Location Service. En gros, c'est une application, Mostumbler, qui permet d'enregistrer une latitude, une longitude, une position, et d'y associer tous les réseaux radio que l'on capte, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth. Et en fait, la photo que vous avez vue tout à l'heure, je l'ai prise ici, et vous voyez que là, vous avez tous les petits points rouges qui convergent vers une zone très particulière. Et nous, en faisant ce vol de reconnaissance, on a décollé du sud de Marie-Galante, on est parti, on est remonté, on a atterri ici. On s'est rendu compte qu'il y avait une zone chaude où il y avait énormément de réseaux Wi-Fi,
Parce qu'en fait, l'objectif de Mozilla Location Service, c'est d'être capable de vous fournir dans votre navigateur ou sur votre téléphone mobile une latitude, une longitude, une position, uniquement en écoutant les réseaux radio. Donc ça, c'est la deuxième phase. La première phase, c'est le recueil, c'est ce qu'on a fait là. La deuxième phase, c'est vous captez Livebox 2, Freebox 3 et Alicebox, ça n'existe plus, je pense, 12. Eh bien, vous savez que vous êtes entre le 15 et le 20 avenue Victor Hugo. D'accord ? Là, ce qu'on a fait, et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ici, on allait avoir un problème en cas de crise. C'est que vous avez énormément de touristes, beaucoup d'hôtels, et que les gens se connectent énormément à ces points-là. Donc, la phase de recueil qui a été faite avant ce vol de reconnaissance a permis de localiser énormément de réseaux Wi-Fi qui sont captés à plus de 6 km par l'avion. Ça veut dire que dans cette zone-là, en cas d'ouragan, en cas de tsunami, il va falloir prendre soin des gens qui sont ici, parce qu'elles sont désarmées face à une catastrophe naturelle. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Martin. Vous savez, des chancelleries, des consulats, des ambassades qui, en cas de crise, mobilisent énormément de moyens. Faites confiance aux États-Unis pour aller récupérer les Américains quand ils sont bloqués après un séisme, un tsunami à l'étranger. Et c'est ce qui s'est passé. Le consulat américain, Irma, envoie un bateau affrété depuis la Guadeloupe à Saint-Martin récupérer des ressortissants dans un hôtel, et ils arrivent tous en Guadeloupe. Les personnes qui n'ont pas de nouvelles de leur famille à Saint-Martin en Guadeloupe se disent « Attendez, comment ça se fait qu'on ait un bateau rempli de personnes étrangères qui arrivent chez nous, alors que nous, Français, on n'a pas de nouvelles de nos proches ?» Et le préfet, qui avait déjà énormément de choses à gérer déjà à l'époque, a dû gérer une deuxième crise qui est pourquoi ils sont prioritaires et pas nous, Français? Et ce chaos-là, il faut le régler avant. Il faut que les touristes, les hôteliers, ils soient au courant, toutes les personnes qui ont des activités touristiques, des procédures d'urgence à mener en cas de catastrophe. Vous savez, quand on a fait cet exercice en 2017, le syndicat des hôteliers nous a dit « Écoutez, les gars, franchement, bisous, c'est génial ce que vous faites. C'est top. Mais les hôtels sont pleins, on n'a pas envie de faire l'exercice, comprenez, c'est compliqué. » Je dis « Mais à quel moment vous les faites? Quand ils sont vides? Quand vos saisonniers sont partis? Comment vous voulez que les gens sachent quoi faire le jour où l'hôtel est envahi par une lame d'eau? Comment vous voulez qu'ils réagissent le jour où il y a un séisme? Je sais que ce n'est pas vendeur, touristiquement, de dire que vous êtes dans une zone sismique, une zone inondable, une zone à risque de tsunami, mais les Indonésiens, ils se sont adaptés. Tout le monde sait qu'en Indonésie, aujourd'hui, on a des tsunamis. Et vous avez sur le fronton des hôtels en Indonésie marqué « Tsunami ready ». Tout le monde sait qu'il y a des tsunamis. Ce qu'ils veulent juste dire, c'est que le jour où ça arrive, on saura prendre soin de vous. Et prendre soin d'un touriste, prendre soin d'un étranger, c'est aussi former ses salariés pour qu'ils puissent évacuer dans la bonne langue, donner les bonnes consignes, etc. Les hôtels à Saint-Martin ont été transformés parfois en armurerie et en centre de commande pour les forces de sécurité parce qu'il n'y avait nulle part autre où aller. Donc ça, il faut l'anticiper. La VEM, qui est un des drones qu'on a utilisé pendant les exercices, pour cartographier les zones qui pourraient être les plus impactées. L'avion, c'est bien, mais ça coûte cher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait voler des drones comme celui-là, qui ont une très longue élongation, 3 heures d'autonomie, et il faut mettre de couvert quelques kilomètres carrés en une demi-journée. C'est important pour nous d'avoir ces drones-là. Pour une deuxième raison, les racers, il faut imaginer le pire scénario, celui de Trèbes. Vous avez une catastrophe naturelle qui survient en pleine nuit. Déjà qu'en pleine journée, c'est compliqué. En pleine nuit, vous devez imaginer que vous avez, comme je vous disais au début, perdu vos moyens électriques, donc vous n'avez plus d'éclairage public. Donc les sentiers que vous avez imaginés et que vous êtes tous censés connaître. Pour évacuer les populations, les gens, ils n'ont pas de lumière, donc ils ne savent pas où aller. Donc déjà que de jour, ils ne savent pas, de nuit, c'est pas mieux. Donc ce qu'on a imaginé, c'est que ces racers, ils décollent tout seuls et qu'ils puissent guider les personnes à pied. Donc, si un jour vous voyez dans une zone tsunamigène, où il y a des tsunamis, on évacue à pied, pas en voiture. Il n'y a pas assez de parking dans les sites refuges. Ce serait coincé dans les embouteillages. C'est le premier vecteur de mortalité en général dans un tsunami, c'est qu'on reste dans sa voiture. On évacue à pied, pas à vélo. Et donc l'idée, c'est de guider ces personnes avec ces racers et d'utiliser en fait ces pilotes automatiques qui sont à bord de ces racers pour pouvoir guider les personnes avec un éclairage qui est particulier. Il faut être capable, en cas de crise, d'utiliser tous les vecteurs
transport d'informations possible. Et un des vecteurs, c'est l'avion. Donc ce que vous avez là, c'est des clés TNT qui permettent de recevoir la télé, hein, qu'on a hacké pour pouvoir écouter les transpondeurs des avions sur 1090 MHz. Sur cette fréquence-là, les avions s'émettent régulièrement des trames radio pour l'anticollision. C'est un peu le principe de Flight Radar, FlightAware, FlightStat, pour ceux qui connaissent ces sites-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est juste récupérer ces signaux radio bruts pour être capable d'avoir une supervision aérienne et être capable d'appeler sur de la VHF aérienne ces pilotes pour qu'ils puissent transmettre des messages d'alerte ou porter assistance aux populations. Il y a des pêcheurs dans la salle, pêcheurs de carpe, qui pêchent. Voilà, les gars, il faut sortir un peu. Alors, les pêcheurs sont très connectés. Alors, pour ceux qui ne pêchent pas et qui voudraient se mettre à la pêche pour changer un peu les idées du clavier et puis de l'écran, les gars et les nanas aussi, hein, évidemment, ça, c'est un petit bateau amorceur. Alors, un bateau amorceur, c'est quoi? C'est un bateau radiocommandé que les pêcheurs ont hacké, hein, à la base, pour pouvoir mettre des amorces, donc du pelé, du maïs, des petites boulettes de viande, les hameçons. Il y a une petite trappe, un servomoteur, vous envoyez le bateau au large et vous larguez. Et vous faites mouche à tous les coups parce que l'amorce tombe avec l'hameçon et le poisson il mord. Vous ramenez votre carpe, vous faites une photo, vous mettez du bleu de méthylène pour qu'elle cicatrise la carpe et vous la remettez à l'eau. Voilà, ça c'est la fonction première de ce bateau amorceur. On a voulu aller plus loin que juste de l'amorce et en fait on a percé la coque de ce bateau et on y a mis un vrai sonar de bateau pour pouvoir mesurer la profondeur des cours d'eau. Le problème d'un tsunami ou d'une inondation, c'est que votre plancher maritime, le plancher de votre rivière va bouger. Vous allez avoir des apports sédimentaires, vous allez avoir la houle qui va déformer le plancher, et l'aide humanitaire ou l'aide logistique qui va arriver dans le port, par les bateaux, le bateau risque de talonner, d'échouer. Alors, déjà que vous avez la première crise à gérer, si vous avez en plus un bateau qui vous bouche le port, ça peut devenir vite compliqué. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est faire une cartographie des petits ports, ou des ports, automatiquement. Donc là, on était en manuel. En gros, en bleu, vous avez plus de 2 mètres de fond. En rouge, moins de 52 cm. Donc là, on est en période calme, hein, de paix. On a déjà un problème dans ce port où les pêcheurs, quand ils rentrent avec leur bateau, vont toucher déjà le fond. Et là, il n'y a pas eu de tsunami encore, il n'y a pas eu de tempête. On a déjà un problème. L'idée, c'est que vous avez tous vu les images de Saint-Martin. Quand on a un ouragan, une tempête, les voiliers, les bateaux, toutes les ressources maritimes que vous pouvez avoir en propre, elles sont détruites. Donc l'idée, c'est d'avoir dans des abris sûrs ce type de bateau amorceur et d'être capable automatiquement, avec un pilote automatique, de faire de la bathymétrie et de mesurer la profondeur des cours d'eau. On pense beaucoup aux gens qui sont à terre. Je parlais un peu du Costa Melody tout à l'heure. On pense beaucoup moins aux gens qui sont en mer. À terre, c'est grave, hein, qu'un tsunami ou qu'une tempête arrive comme ça à faire une vague de submersion. Là, ce que vous avez là, c'est un pétrolier qui est au large de la Guadeloupe. Donc, première crise, le tsunami. Deuxième, gérer l'incendie ou gérer une fuite d'hydrocarbures, une fuite de gaz, une fuite d'ammoniac avec un bateau qui aurait une avarie moteur qui se retrouverait dans les terres. C'est ce qui est arrivé à Sendai, Fukushima. Il y a eu le tsunami. En tête tous la centrale, hein, mais il y a eu aussi des cuves d'hydrocarbures qui ont commencé à flotter et à rentrer dans la ville et à provoquer des incendies. Donc ce que l'on voulait, c'est éviter ça et faire de la supervision maritime, fluviale, et avoir, comme pour les avions que je vous ai montré tout à l'heure, sur 162 MHz, écouter les transpondeurs des bateaux, qui sont aussi là pour éviter les collisions. Et la liste que vous avez là, ce sont tous les bateaux que l'on avait depuis notre camp de base radio, avec leurs caractéristiques, longueur, largeur, tirant d'eau, vitesse, cap, la destination du bateau. Bref, on est capable, en tant que civil, citoyen, développeur, hacker, d'avoir une vraie vision de ce qui se passe autour de nous et de pouvoir, à H+34 minutes, avoir pris la bonne décision pour évacuer ou pas un territoire par rapport à l'événement naturel lui-même déjà, mais aussi à d'autres paramètres qui doivent être pris en compte en plus, parce que vous allez avoir une crise technologique en plus de la crise naturelle. La station que vous voyez là, maritime, est un peu cette taille-là, l'antenne, un petit routeur Wi-Fi sous OpenWRT qui est juste là, et ça suffit pour savoir où sont tous les bateaux à plus de 200 km des côtes. Enfin, on a parlé de Paris tout à l'heure. Là, c'est un petit marégraphe que j'ai fait avec mes enfants en 2016, parce qu'on habite au bord de la Seine. Alors, pas en zone inondable, heureusement, mais mes enfants ont vu la Seine monter. Ils m'ont dit, papa, on ne pourrait pas faire un truc? Je ne dis, pas, ouais, on va faire un truc.
On a été au magasin de bricolage de chez nous, on a acheté un petit boîtier Plexo, un petit manchon de 125 avec son bouchon, un télémètre ultrason. On a connecté tout ça à un petit microcontrôleur Wi-Fi et ça donne ça. C'est moi qui ai codé, c'est eux qui ont posé. Et en gros, vous avez un morceau de courbe qui est très bruité ici, parce qu'en fait, le télémètre est tellement précis qu'on arrive à voir le clapot, le vent en fait, qui génère un peu de clapot sur la scène. Une péniche qui passe et qui fait un peu de remous, et ensuite ça se calme parce que le soleil se couche et que le vent se calme. Et donc avec ce marégraphe improvisé, on est même capable de voir les alternances diurnes, nocturnes sur la scène. La HF dont je vous parlais tout à l'heure, on est capable, quand on est radioamateur, je vous disais, de communiquer sur des dizaines de milliers de kilomètres, d'envoyer des messages. Et là, vous avez, depuis la Normandie où j'habite, j'ai été en capacité d'émettre et de recevoir des messages à plus de 17 047 km, donc côte sud-est de l'Australie, sans satellite et sans Internet. Ce sont des vrais protocoles aujourd'hui qui sont développés. Le dernier en date, c'est le JS8 Call, qui permettent d'avoir de la messagerie texte, mais c'est déjà suffisant pour dire j'ai besoin d'aide, je peux donner de l'aide. Ça peut paraître léger à l'époque où on a tous accès à des réseaux sociaux, à des messageries instantanées, où Facebook fait du Facebook Safety Check, Google fait du Google People Finder. Enfin, on a énormément de solutions numériques. Aujourd'hui, on a des géants du web qui sont capables de faire monter une cellule de crise en quelques minutes, là où l'État ne sait pas tout de suite où nous sommes, est-ce que nous sommes en bonne santé, est-ce que nous sommes en sécurité. C'est à nous aussi de nous équiper, de nous armer, parce que Mère de Nature ne nous épargnera pas. Beaucoup ont entendu le slogan « Make the planet great again », super. Moi, je suis plutôt en mode « sauf qui peut ». Il faut apprendre à survivre. Alors pour ceux qui étaient Web Today, apprendre à survivre numériquement. Survivre à une coupure de courant, c'est la première chose qui tombe. Je ne pense pas souvent, mais parce qu'on a l'habitude d'avoir de l'électricité. Il faut imaginer que vous n'avez plus de courant, et comme vos téléphones mobiles ont besoin d'une centrale nucléaire toutes les 24 heures, il faut imaginer que vous n'aurez plus non plus votre téléphone portable. Ici, avec 5 watts, une batterie de voiture, vous avez pratiquement 2 semaines d'autonomie et vous contactez la planète entière. C'est important, on n'est pas assez de radioamateurs. J'ai dit 1 pour 7000, et ce ne sont pas les actifs. Si on compte les actifs, on est un petit millier, donc ça fait 1 pour 70 000, ça ne fait pas beaucoup. Donc on a besoin de radioamateurs, radioamatrices, pas de raison qu'on n'ait pas de femmes. Comme toutes les filières scientifiques et techniques, on est en déficit de femmes, malheureusement. Alors que quand elles travaillent à nos côtés, elles excellent souvent. Je vais raconter une toute petite histoire rapide. 1902, la France a connu sa plus grosse catastrophe naturelle. 30 000 Français sont morts en 1902. 30 000. La ville de Saint-Pierre en Martinique a été rayée de la carte suite à l'éruption de la montagne Pelée. En 1902, on a expérimenté pour la première fois l'usage de la radio en situation de crise. Gustave Ferrier a été envoyé par l'armée française. Il a posé ses émetteurs en Martinique, qui étaient reliés à la Guadeloupe. La Guadeloupe, via les câbles télégraphiques, relayait les messages d'alerte sur ces câbles télégraphiques sous-marins. En 1903, il revient à Paris et il pose ses émetteurs sur la Tour Eiffel. Et 1909, quand il a fallu détruire la Tour Eiffel, on n'a pas pu, parce que ces émetteurs servaient à synchroniser toutes les horloges des bateaux dans le monde pratiquement. On savait très bien calculer les latitudes, avec des sextants, le mouvement du soleil, les étoiles, etc. On savait beaucoup moins bien calculer la longitude. Et en fait, Gustave Ferrier, grâce à ses travaux sur la radio, la Tour Eiffel, les horloges, devient le patron du Bureau des longitudes, qui est dans le monde encore aujourd'hui l'institut qui définit ce qu'est une latitude, une longitude, des coordonnées géographiques. Ce Bureau des longitudes a donné naissance à tout ce que l'on connaît aujourd'hui en matière de satellites de positionnement. Ces satellites de positionnement ne sont ni plus ni moins que des horloges atomiques aujourd'hui qui se baladent au-dessus de nos têtes et qui permettent de nous latéraliser par rapport à leur position à eux. Donc c'est du GPS, du GLONASS russe, du Galilée européen, commence à voir le jour, le QZSS japonais et le Baidu chinois. En gros, on a eu une catastrophe naturelle qui a généré énormément d'innovations et qui a sauvé la Tour Eiffel pratiquement. C'est ce qu'on nous envie pratiquement le plus à Paris.
Et c'est pas tout. Si ce GPS était juste arrêté, si ces satellites étaient juste arrêtés à nous donner notre position, ce serait déjà énorme. Ça fait énormément de carburant économisé. Sans satellite de positionnement, on n'a pas d'Internet. On n'a pas d'horloge synchronisée. On n'a pas de réseau, on n'a pas d'oscillateur synchronisé. On a des trams qui arriveraient et qui feraient retour dans le futur entre deux bouts de fibres transatlantiques. On ne saurait pas horodater des trams radio et des trams IP. On ne saurait pas le faire. C'est le GPS, ces satellites, qui permettent de maintenir une stabilité des horloges. Si le temps n'est pas stable, tout ce que l'on est en train de se raconter là n'existe pas. Si le temps n'est pas stable, vous ne synchronisez pas les transactions financières. Et les bourses mondiales s'effondrent. Une catastrophe naturelle qui nous toucherait et qui mettrait par terre cette constellation-là, et ça peut arriver, une éruption solaire très violente, ça peut arriver. Seul moyen qu'on aura, ce sera de revenir à l'AHF. Alors, qui a été beaucoup délaissé, on pense qu'avec le numérique, on a tout résolu, que nenni, plus de courant, une bonne éruption solaire, en général, l'éruption solaire précède la grosse coupure de courant généralisée, et on est tout nu. Donc, mon message... Regardez à la mairie de Nantes, quand vous rentrez chez vous, quels sont les établissements qui reçoivent le public, comment vous vous rendez dans ces ERP, le jour où vous devez évacuer votre maison, vos boîtes aussi. Et l'idée, c'est de faire un peu pression sur le gouvernement, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, et puis sur nos élus, pour qu'on ait enfin des protocoles d'alerte d'urgence. La France est le seul pays, pratiquement, qui ne dispose pas de protocole radio d'urgence pour prévenir ses populations. Alors, c'est un sujet d'actualité. On va beaucoup en parler pendant encore, je pense, une petite semaine. Hein. Et puis après, tout le monde retournera un peu à ses occupations. Nous, on va continuer. Notre prochain exercice, c'est dans le Pacifique au mois de novembre. Ensuite, le 14 mars 2019, Caraïbes, en Guadeloupe. C'est vrai que je reviens de la Réunion les 4 et 5 septembre. 1 900 000 personnes ont été amenées à jouer cet exercice dans l'océan Indien. Encore une fois, le seul pays qui n'a pas impliqué sa population, c'est la France. Je suis reparti de la Réunion avec des personnes à l'aéroport, hein, qui sont en zone inondable en cas de tsunami, avec des personnes qui me demandaient s'il y avait encore des tsunamis possibles à la Réunion, alors qu'on en a eu en 2004. Hein. La Réunion a été touchée. On oublie vite, on oublie très 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 vite les crises auxquelles on a été confrontés, mais c'est en temps de paix qu'il faut se préparer. Parce qu'une fois que le chaos est là, malheureusement, c'est trop tard. Il me reste 2 minutes 23. Si vous avez des questions, je veux bien les entendre et, si possible, y répondre. Je ne vous ai pas trop fait peur, j'espère. Question tout au fond. Alors, qui nous finance? On est financé par qui? Alors, Love Money, une opération pour nous, c'est entre 20 et 50 000 euros. Cette année, on a eu la Fondation de France qui nous a aidés. On a eu la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. On a eu le moteur de recherche Quant aussi, qui nous a beaucoup aidés. On a des TPE, PME, Synaltic, 5x5, c'est les copains hein, qui nous aident, les copains de Clever Cloud, voilà, qui nous mettent à disposition des moyens, des ressources, des serveurs. Je suis hébergé, c'est pour ça que j'ai une pucelle de l'armée de l'air à la poitrine, par l'armée de l'air sur la base aérienne 105, sur toutes ces questions de supervision aérienne, maritime et spatiale. C'est pas simple, hein, c'est du militantisme, croyez-moi. J'aimerais beaucoup qu'on ait enfin de l'alerte cellulaire qui a été inventée en France sur les réseaux cellulaires. J'aimerais beaucoup qu'on ait du RDS sur la bande FM. On est en train de passer à la radio numérique terrestre sur DAB+. Le DAB+, prévoit l'Emergency Warning System pour pouvoir couper le son et vous prévenir sur votre radio numérique future que vous êtes dans une zone à danger. On a sur la TNT le même système qui permet de couper les multiplex, etc. Vous comprenez que tous ces acteurs, qui sont souvent des organes d'intérêt vitaux hein, pour l'État, ont des moyens et des lobbies malheureusement qui vont à contre-courant et que c'est effectivement difficile pour nous avec quelques dizaines de milliers d'euros par an de faire face. Mais on y arrive, la preuve, je suis devant vous, hier à Bruxelles, la semaine prochaine en Guadeloupe. Donc voilà, on arrive quand même à faire énormément de choses avec très peu de moyens et c'est un peu ce qui est frustrant parfois. Une autre question? 26 secondes. Oui. Oui, vas-y. Si on voulait devenir radioamateur du jour au lendemain, oui. est-ce qu'il y a des choses de la documentation globalement qui
qui aident à devenir radio amateur ou même à rejoindre votre association. Comment on peut essayer de s'informer sur tout ça? Super. Alors, je réponds. Tu prends une autre question? La même question? OK. Alors, pour vous former, vous pouvez noter F6KGL, qui est le grand cours qui est disponible avec des MOOC. C'est le Radio Club qui forme en ligne avec beaucoup de moyens numériques, audio, MOOC, vidéo, PDF, les radios amateurs. Moi, j'ai appris et j'ai révisé pour ma licence en 63 jours. Même si j'ai une formation scientifique à la base, mais on est pratiquement tous des techniciens ici, techniciennes, ingénieurs. En 2 mois, 2-3 mois, pour quelqu'un qui a une connaissance technique, ça peut se faire. F6KGL. La NFR, l'Agence nationale des fréquences radio, c'est l'agence qui réunit en fait les centres d'examen et toutes les documentations liées à ça. Pour nous rejoindre On.Team, on va avoir une grosse AG fin décembre. Donc l'idée, c'est de revoir un peu la gouvernance et d'avoir un réseau de sympathisants. Plus que de membres, l'idée c'est que vous soyez actifs dans vos villes. Donc là, début 2019, on fera un appel général pour pouvoir réunir et fédérer un maximum de personnes. Et en termes d'investissement, on peut commencer à s'équiper avec des petites radios asiatiques à 35 €. Celle-là, elle vaut une petite centaine d'euros. Et on a des postes qui vont beaucoup plus loin. L'idéal, c'est de rejoindre un radio club. Donc on en a énormément en Bretagne, en Vendée. Ce sont des radioamateurs qui sont très actifs, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Vous cherchez Radio Club Vendée, Radio Club Bretagne, Radio Club Nantes, et vous trouverez des radioamateurs aux portes desquels vous pourrez frapper. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, je serai là toute la journée. Voilà. C'est ça, les Adrasec. Voilà, donc à Nantes, vous avez tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas. Au pire, je suis là toute la journée, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me croiser, j'y réponds. Merci à vous en tout cas.